Chapitre 15, New York City, le choc des cultures. Cet été-là, Étienne et moi nous étions mis en tête de partir à New York. Nous écoutions tellement de rap US, nous parlions tellement de cette ville, berceau du rap, que chercher à nous y rendre paraissait naturel. Nas allait sortir l'album It Was Written, comportant le single If I Rule the World feat. Lauryn Hill, qui elle-même venait de sortir The Score avec les Fugees. Busta venait de sortir You-Ha, Got You All in Check, The Notorious B.I.G. et Maze tournaient en boucle avec Only You. Mais j'arrête de te citer des titres de chansons ou d'albums, si tu n'as pas vécu ces années, ça doit être chiant pour toi. Retiens simplement que le rap commençait à prendre énormément de place, à battre des records, et il devenait pour nous vital de le vivre sur place. La mère d'Étienne a accepté de me payer le billet. J'allais donc partir à New York, à 15 ans, seule avec mon pote, DM. J'ai charbonné comme jamais pour vendre l'herbe de Nassau. J'ai rappelé tous mes clients, j'ai fait des promos monstres et des livraisons jusqu'à pas d'heure. J'avais 700 $ en cash. Ce n'était pas énorme, mais pour un gamin en vacances, c'était comme nager dans une piscine de Nutella. Pour couronner le tout, Booba et Ali seraient là-bas, en même temps que nous. C'était la première fois que je prenais l'avion. Je tenais pas en place. Étienne était déjà allé aux États-Unis, mais seulement en famille. On imaginait tout ce qu'on allait pouvoir faire là-bas. Fumer de la weed, acheter des fringues, visiter les rues de nos clips préférés, bouffer dans des fast-food improbables, aller en club, ou du moins essayer d'y entrer, trouver des meufs noires américaines stylées comme Ashley dans Le Prince de Bel-Air, ou les portoricaines genre Gillo. Un rêve éveillé, frère. Dans l'avion, un mec assez jeune, la trentaine, nous écoutait évoquer nos kiffs. Il s'est excusé d'avoir tendu l'oreille et nous a demandé si on voulait une bonne adresse pour acheter de la weed. On n'était même pas encore arrivés qu'on nous proposait déjà de l'herbe. Quel genre de ville était New York? Le type nous a raconté que dans une espèce de fausse épicerie du Bronx, il suffisait de dire « Give me five » au gars derrière le comptoir pour qu'il vous file un pochon d'herbe à 5 $. Une dinguerie. Tout ça a annoncé des vacances dignes de figurer dans un putain de bouquin. Le premier mec que j'ai vu à JFK était un balayeur, un noir, âgé qui nageait dans un uniforme d'entretien trop large. On aurait dit qu'il l'avait acheté pour tourner dans un clip de rap. Un autre type de 70 ans environ portait des tresses et avait le maillot d'une équipe de baseball sur les épaules. Nos grands-pères n'avaient pas ce style, j'étais bien arrivée. La mère d'Étienne est venue nous chercher à l'aéroport. Pour nous faire plaisir, elle avait loué une limousine Lincoln noire flambant neuve. Monter dans une limo à 15 ans me donnait un peu l'impression que mes prières avaient atterri directement sur le bureau de Dieu. Mon niveau d'excitation avait grimpé à un échelon inimaginable, comme celui d'Arnold et Willy dans le générique de la série. Fasciné, j'observais Gotham City à travers les vitres. Le soleil frappait de toutes ses forces sur les buildings qui grimpaient jusqu'au ciel. C'étaient les tours de Babel. L'ambition démesurée de l'homme mise en scène. Les synapses en feu, j'observais tout le monde. Chaque objet, chaque détail. J'avais déjà été frappée par les différences entre ici et chez nous. La comparaison faisait mal, il faut le dire. Ils avaient des Cadillac et des Lexus, on avait des Renault et des Peugeot. Ils avaient Carl Canny, Crosscolor ou Tommy Hilfiger, on avait Adidas. Celui des années 90 racheté par Bernard Tapie. Rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Le Cop Sportif ou encore Bull Rotwear. Ils avaient le Yankee Stadium, on avait le Parc des Princes. Ils avaient Tupac et Notorious B.I.G. On avait MC Solar et IAM, no offense. Ils avaient Tracy Chapman qui défonçait les charts avec Give Me One Reason, Lil Cool J et Hey Lover, ou encore Mariah Carey et les Boyz II Men avec One Sweet Day. Nous on avait Worlds Apart avec Je te donne et Terry Moïse avec les poèmes de Michel, que j'ai adoré d'ailleurs, mais quand on comparait avec Tony Braxton, c'était un peu Mangalia contre les Hamptons. Ce n'était pas facile de vivre en France à ce moment-là. Je le précise pour ceux qui n'ont pas connu cette époque. Difficile pour les amoureux de la culture hip-hop. Rien n'appartenait à notre culture. On n'était représenté nulle part, et quand les NTM passaient à la télé, c'était pour être questionnés et testés, comme des singes dont on aurait essayé de déterminer s'ils étaient intelligents ou idiots. Pas étonnant qu'on se tourne vers les US. Là-bas, la culture hip-hop était en place. Les Noirs avaient déjà fait un boulot d'émancipation, et l'État avait développé de nombreuses mesures de discrimination positive, visant à assurer une représentation minimale des populations minoritaires au sein de tous les secteurs d'activité. Martin Luther King avait marché et fait entendre la voix des Noirs à Washington. Rosa Parks s'était levée, ou plutôt était restée assise contre la ségrégation raciale. Les Noirs étaient quand même arrivés esclaves aux US durant la première moitié du XVIIe siècle, et en 1996, ils étaient partout.
À la radio, à la télé, au cinéma, dans le sport, les banques, etc. Les mecs n'avaient pas chômé. Et bientôt, comme tu le sais, il y aurait Barack Obama. En France, on était considérés comme des étrangers, quand on avait la chance d'être considérés tout court. À part ça, on n'existait pas. On n'était nulle part. On n'avait juste aucun modèle d'identification. On devait puiser notre force chez les Noirs américains pour avoir un minimum de fierté et surtout d'espoir. Je déteste me poser en victime, mais je me dois de relater les faits tels qu'ils étaient et l'esprit dans lequel nous nous rendions à New York. Aujourd'hui, si l'on considère le développement monstrueux de la culture hip-hop en France, donc d'une partie de la culture noire, aller à New York City serait un peu comme aller rendre visite à un grand cousin. À l'époque, ce grand cousin ne savait même pas que nous existions. Arrivés à l'hôtel, Étienne et moi n'avions qu'une seule envie, voir ce qui se passait dans les rues. Mais avant ça, nous devions prévenir Ali et Booba de notre arrivée. « Oh Kamel, comment tu vas ? Ouais, ça va super bien, on est arrivé avec Étienne. Ok, vous êtes dans le coin ? Manhattan, Times Square. Ok, ça tue, on n'est pas loin de vous, mais on doit faire des courses et voir des potes du Sénégal là. Viens, on se voit demain, c'est mieux. Installez-vous tranquillement. Hein Kamel, on a le temps. Ouais, pas de soucis, à demain. Yes, à demain les frérots. » Aussitôt, on est sorti se promener et faire des achats. Il me fallait les Nike Air Force One blanches et un jean Boss dans l'heure. On est entré dans le premier magasin qui se présentait et on a fait une razzia. On était fucking prêts. Nos baskets neuves foulaient le bitume brûlant. Je me la prenais de plein fouet, l'énergie de New York. Ça grouillait de monde et on était bien. Le lendemain, on devait aller à Roosevelt Island chez des amis de la mère d'Étienne, afin d'y passer le reste de nos vacances. L'île était magnifique. On pouvait voir New York depuis ses rives, une vue à couper le souffle. Soucieuse de nous laisser autonomes, la famille qui nous accueillait nous avait refilé un double de clés. Perfect. Une fois installés, on a rejoint Ali et Booba au pied de leur hôtel. Ils étaient habillés en treillis kaki avec des grilles. Ils arboraient de larges sourires en or. Leur hôtel était pourri. Il ressemblait à ceux décrits par Iceberg Slim dans Pimp, où les putes de Chicago faisaient des passes dans les années 30. Ils s'étaient réveillés avec des plaques rouges sur le dos, sur le bras, partout. C'est parce qu'il coûte 100 $ la semaine, mon ami, nous dit Ali en riant. Ici, t'as pas le beurre et l'argent du beurre. Booba avait une punchline pour chaque situation. 100 $ la semaine ? Ouais, chez moi, c'est qu'une cellule en prison, ça, non ? Mais c'est pire que la prison, je te dis, mon ami. Bon, vous voulez faire quoi ? On connaît un endroit où les sacs coûtent que dalle, faut y aller. On s'est arrêté devant l'entrée dans un bâtiment parfaitement quelconque. Je ne comprenais pas. Dans l'ascenseur, j'ai commencé à me demander si j'avais bien compris ce que m'avait dit Ali. Mais quand les portes se sont ouvertes, j'ai vu la cour des miracles. Je n'avais jamais vu un commerce pareil. Dans le couloir, toutes les portes des appartements étaient ouvertes. Chaque fois que tu en franchissais une, tu découvrais un univers entier de contrefaçons tenues par les Sénégalais ou les Chinois. Des casquettes, des t-shirts, des caleçons, des dourags. Ce bout de nylon porté sur la tête dans tous les clips de rap des années 90. Bref, j'avais mis le pied dans le temple du fake. On se foutait complètement que ce soit faux ou pas. À cette époque, tout ce que tu rapportais de New York était mieux que ce que tu pouvais trouver en France. C'était complètement illégal. Mais si nous, qui venions de Paris, étions au courant, les flics devaient forcément être de mèche. J'ai acheté pour 100 $, ce qui m'en aurait coûté 500 ailleurs. Booba et Ali avaient des sacs poubelles de 80 litres remplis de vêtements. Ils allaient en revendre ou en donner une partie en France. On a déposé nos affaires dans leur chambre d'hôtel et on a zoné des heures dans les rues à parler de hip-hop avant de se poser dans une petite pizzeria douteuse où on a vidé le stock de slices. Ces parts de pizza à 2 $ bourrées de parmesan. Une tuerie. Des conversations qui à Paris auraient été complètement anodines prenaient à New York des airs de promesses. Toutes ces affiches gigantesques de rappeurs sur les buildings de la ville alimentaient notre envie brûlante d'y arriver en France. On se disait que si eux y étaient parvenus dans cette jungle qu'était New York, pour nous, dans notre petit pays, ça devait être jouable. Bangarang!